Cette vidéo, ça va faire du grabuge. Cette vidéo, elle a été hyper compliquée pour moi à préparer. C'est pas comme Hurlevent, la critique que j'ai faite un peu plus tôt dans l'année, parce que Hurlevent, j'avais été tellement énervée par ce qu'avait fait Emerald Fennell que je n'avais pas eu du tout des difficultés à juste lister tous ses défauts. Et sans parler de l'adaptation de l'œuvre qui a clairement fait retourner Emily Brontë dans sa tombe, en soi, c'est pas vraiment un bon film. Les images sont juste un peu jolies, quoi. Concernant l'Odyssée de Nolan, c'est un petit peu plus compliqué. Attention, je vais le dire tout de suite. L'Odyssée de Nolan n'est pas un mauvais film. C'est un bon film, et il est surtout bien réalisé. On n'attend pas de moins d'un réalisateur qui est autant adulé. J'ai surtout effectivement, comme beaucoup de gens, aimé la partie horrifique de l'Odyssée, les scènes avec Polyphème, la découverte du monstre, l'apparence et surtout le sound design était incroyable. La transformation des soldats en porc par Circé, vraiment, on n'avait jamais vu ça, c'était super. Et je suis pas une fan de Nolan, hein, j'aime que The Dark Knight et Oppenheimer, mais on le sent, il s'est investi, il aimait l'œuvre originale et il a voulu la retranscrire. Donc tout ça pour dire que si vous avez aimé le film, il n'y a aucun problème. C'est un bon film et je pense qu'on peut facilement passer un bon moment devant. Et j'aurais aimé passer un bon moment devant. Mais je vais être très honnête, j'ai été incroyablement déçue par ce film. Pourquoi ? Parce que tout ce qui fait la substance de l'Odyssée est absent. C'est un récit qui a été donc créé il y a longtemps, qui a été réécrit, retraduit, réinterprété, qui offre une panoplie de thématiques vraiment hyper intéressantes à explorer. Christopher Nolan, c'est un réalisateur effectivement qui est connu pour la part sombre de ses histoires. Et honnêtement, dans l'Odyssée, il y en a plein des parts sombres. Et Nolan aurait pu se saisir de plein de choses. Au final, il n'en a retenu qu'une seule, et ça donne un film assez peu original et assez plat. Ça a l'air de l'Odyssée, ça a le goût de l'Odyssée, mais ce n'est pas l'Odyssée. Alors je sais pertinemment, en sortant cette vidéo, je sais quels commentaires je vais avoir. Oui, mais Nolan, c'est un artiste qui fait sa propre interprétation, et si tu n'aimes pas, tu n'as qu'à pas regarder et faire de vidéos. À ces gens-là, je répondrai 1. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. 2. Ici, on parle beaucoup d'adaptations de fictions historiques, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et l'Odyssée, que vous le vouliez ou non, c'est un récit historique et qui a marqué notre histoire. Donc évidemment que j'allais en parler. 3. Si vous avez adoré ce film, que vous adulez Nolan comme un génie cinématographique, et que vous n'acceptez pas les critiques sur ce film qui, comme tout film, n'est pas parfait, et ben effectivement, ne regardez pas cette vidéo, ça ne va pas vous plaire. À la limite, laissez un petit commentaire en passant, ça fera le référencement. Si vous avez aimé le film et que vous avez passé un bon moment, et que vous êtes curieuse de connaître un avis un peu moins dithyrambique sur le dit film, ou comme moi, vous avez été déçu, voire frustré par ce que nous a offert Nolan, et bien bienvenue sur cette vidéo. Évidemment, cette vidéo va contenir des spoilers absolument gigantesques. Donc si vous n'avez pas vu l'Odyssée de Nolan, ne regardez évidemment pas cette vidéo, regardez-la après. Et pour celles et ceux qui l'ont pas vue et qui s'en fichent, bon bah vous pouvez la regarder bien évidemment. Pour essayer de la construire, j'ai donc repris les arguments les plus souvent cités pour défendre le film, et je vais les démonter un par un. J'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc installez-vous confortablement, prenez un petit thé, petit café, petite boisson, et puis on est parti. Hein. Vous me l'aviez beaucoup réclamé cette vidéo. Non, on ne peut pas ignorer le contexte historique de l'Odyssée d'Homère. Attention parce qu'on ne va pas parler de Hélène, jouée par Lupita Nyong'o, de Sinon, et pas de Achille, joué par Elliot Page, ou de Athéna, qui est jouée par Zendaya. Les polémiques autour de ces acteurs et de ces actrices étaient totalement ridicules, est allé beaucoup trop loin, pour au final des personnages qui apparaissent, je pense à E3, maximum 10 minutes dans 2h50 de film. Et clairement, et ça c'est mon avis, je reproche à Nolan d'avoir entretenu cette espèce de pseudo-scandale pour faire parler de son film. Mais ça c'est mon avis très personnel. La couleur de peau des personnages n'a pas grande importance dans l'histoire. Moi c'est pas ça qui compte. Revenons au problème de base. L'Odyssée est liée au contexte historique dans lequel il a été écrit, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Pour rappel,
L'Odyssée a été écrit à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par l'auteur qu'on appelle Homère. Je dis qu'on appelle Homère parce que les historiens sont pas trop d'accord sur qui c'est. Il y en a qui disent que c'est un seul auteur et il y en a qui disent que c'est un collectif d'auteurs. Bon, les gens sont plutôt d'accord pour dire que c'est un seul, mais il y a encore des débats. L'Odyssée a été rédigée après l'Iliade, donc toujours à la même période. L'Iliade raconte les dernières semaines de ce grand épisode qui est la guerre de Troie. Alors il faut savoir, à noter, que le site de Troie existe, mais alors, il est bien complexe, les archéologues sont pas du tout d'accord, et personne ne sait si vraiment la guerre de Troie a été historique. Il y a encore beaucoup de débats à ce sujet. Donc partons du principe que, pour le moment, la guerre de Troie c'est plutôt fictionnel, et c'est plutôt une création d'Homère. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette guerre de Troie, se démarque un personnage, Ulysse. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a introduit le cheval de Troie. Et le cheval de Troie, c'est ce qui va faire gagner la guerre, puisque Troie étant une ville qui est imprenable, et bien grâce à ce cheval, Ulysse et ses compagnons vont réussir à entrer au sein de Troie et vont mettre la ville à feu et à sang et vont ainsi gagner la guerre. Ça, c'est l'Iliade. L'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse vers son royaume natal, Ithaque, puisque Ulysse est un roi, accessoirement, chose qui ne se ressent pas trop dans l'Odyssée de Nolan, et ce voyage, qui aurait dû durer quelques jours, le temps de traverser, a duré 10 ans. Donc, l'Odyssée raconte le périple d'Ulysse jusqu'à chez lui. Je cite Wikipédia. L'Odyssée constitue l'un des 2 poèmes fondateurs de la culture grecque antique et comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Ça se pose là. L'Odyssée, c'est rentré dans notre culture populaire. Même si vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez le cheval de Troie, vous connaissez l'épisode des sirènes, Ulysse qui a fait un long voyage, vous devez connaître aussi. Bref, l'Odyssée est un marqueur total de la culture populaire, donc c'est normal que Nolan en fasse sa réinterprétation. C'est pas très étonnant, c'est un truc qui est tellement ancien qu'on en a vu plein de versions. Mais l'Odyssée, c'est un produit d'un monde grec qui a été marqué par les guerres, les commerces maritimes et les valeurs de cette époque. Déjà, ça a été transmis oralement. En fait, l'Odyssée et l'Iliade, c'est un ensemble de poèmes qu'on appelle des aèdes, qui ont été longtemps transmis musicalement avant d'être mis par écrit. Ouais, l'Odyssée, c'est une grande comédie musicale, en fait, et ça, je vais en revenir à la fin de la vidéo. Le cœur donc de cette œuvre, c'est la guerre de Troie, qui est un peu le pivot de ces 2 œuvres, l'Iliade et l'Odyssée, qui est au cœur de la vie d'Ulysse, puisque c'est pour ça qu'il est parti pendant 10 ans, et c'est à cause de ça qu'il met 10 ans à revenir. Dans l'Odyssée, comme Homère l'a écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, il place la guerre de Troie à l'époque mycénienne. Nous sommes donc à la fin de l'âge du bronze, donc plusieurs siècles avant les écrits d'Homère. Donc il y a un mélange de références de la culture mycénienne avec la culture grecque archaïque, d'où vient Homère. La mer également occupe une place centrale. Ulysse est donc surtout un voyageur qui part en bateau avec ses compagnons, ils ont toute une flotte, et il part dans la Méditerranée. À l'époque, ces civilisations, donc de la fin de l'âge du bronze et évidemment de la période antique, elles échangeaient par voie maritime. Les routes maritimes, les commerces maritimes et surtout les dangers de la mer étaient au cœur de la vie de toutes ces personnes. Donc voyager, ça signifie rencontrer d'autres peuples inconnus, découvrir des choses et surtout, prendre des risques et peut-être ne pas s'en sortir. Et c'est évidemment au cœur de l'Odyssée, puisque le périple d'Ulysse va être marqué par plein d'épreuves et plein de rencontres qu'il va faire pendant ces 10 années de voyage. On a également beaucoup de valeurs essentielles à cette histoire qui sont liées à la société grecque archaïque d'Homère, voire même avant. L'hospitalité, la réputation, la loyauté, le foyer, les liens familiaux, etc., etc. Et notamment l'hospitalité qu'on appelle la xénia, elle est hyper importante. C'est le fait d'accueillir un étranger. Ça va de soi en fait. On ne peut pas refuser l'hospitalité à quelqu'un à cette époque. Le film de Nolan en parle, mais il en parle très très mal, ça on en reparlera tout à l'heure. Et enfin, l'Odyssée, c'est une réflexion sur la nature humaine. Et ça, par le biais de Ulysse, qui est le héros de cette histoire selon Homère, et donc qui peut questionner les spectateurs sur leur identité, sur l'adversité, sur le fait d'être loin de son foyer, d'affronter des épreuves, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Homère avait une vision très héroïque d'Ulysse, contrairement aux Romains, qui ont présenté un Ulysse beaucoup plus calculateur. Ça paraît, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est une histoire qui a évolué, de toute façon. Il y a eu surtout beaucoup de traductions, et Nolan s'est donc appuyé sur une traduction en particulier.
celle d'Emily Wilson. Emily Wilson qui a fait une interprétation beaucoup plus éloignée de ce qu'a fait Homer et qui est beaucoup plus critique envers la guerre et qui met beaucoup plus en valeur les personnages féminins. Et c'est ce que Nolan se targue d'avoir fait dans son film. Alors pour la guerre peut-être, pour les personnages féminins on va en reparler, je suis pas d'accord. Mais le souci c'est que Nolan en fait il a gardé une interprétation, un aspect de l'Odyssée et il en a fait tout son film. Parce que globalement, je suis désolée, le message de l'Odyssée, c'est la guerre, c'est pas très bien. Je parodie, mais je suis désolée. Le message de l'Odyssée, c'est oh là là, la civilisation court à sa perte parce qu'elle fait de la guerre. Personnellement, je trouve pas ça transcendant comme message. Et effectivement, un aspect intéressant, c'est que Ulysse a l'air d'être traumatisé par la guerre, notamment la guerre de Troie, on va en reparler, et par tout ça, et il a des espèces de PTSD. Pourquoi pas, ça aurait pu être un aspect, mais en fait le problème c'est que c'est le cœur du film de Nolan, et on en oublie tout le reste en fait, toute cette complexité dont était composée l'Odyssée à la base. Et quelles que soient d'ailleurs les interprétations en fait, l'Odyssée c'est une œuvre qui aborde plein de thématiques différentes. Un message hollywoodien plutôt lourdeau sur le déclin de la civilisation a remplacé les énigmes érotiques, l'ironie, la question du vrai et du faux. Les spectateurs sont autorisés ou forcés à regarder une guerre effroyable façon Fight Club. L'Odyssée d'Homère est bien plus domestique, magique et complexe. L'œuvre de l'Odyssée n'aurait pas pu naître sans les valeurs de son auteur. C'est comme Aude et Hurlevent. On peut pas détacher les deux, c'est pas possible. On peut s'en servir, on peut les remanier un peu, mais on peut pas les écarter. Non mais Nolan, il a pas fait d'histoire de toute façon, il a fait sa version de l'Odyssée. Il y a un moment dans le film, je sais plus à quel moment, je sais plus qui le dit, si c'est Pénélope ou Télémaque, bref, il y a quelqu'un qui dit que on est à la fin de l'âge du bronze. Il y a un personnage qui dit ça dans le film. De 1, l'âge du bronze c'est un concept récent. Personne à cette époque disait « Alors oui, nous faisons partie de l'âge du bronze ». Et de 2, paye ta subtilité. En fait, on n'est pas là pour faire de l'histoire. Et par rapport au contexte historique dans lequel l'Odyssée est écrit, il y a un autre élément. L'Odyssée, c'est une tragédie grecque, comme beaucoup de Grecs on peut en faire. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui part 20 ans loin de son foyer, rate son fils qui grandit, n'est pas aux côtés de sa femme, voit ses hommes mourir les uns après les autres face à des épreuves qui lui sont imposées par qui ? Les dieux et les déesses. Et c'est le point le plus important vraiment de cette adaptation de Nolan. Les dieux et les déesses sont absents. Et c'est vraiment un parti pris de Nolan, j'ai bien conscience de ça. Mais le fait qu'ils soient absents enlève toute la substance, le corps, la complexité, je trouve, de l'œuvre de l'Odyssée. Sans parler du fait que le récit n'est qu'une succession de flashbacks avec différents personnages qui racontent des bouts de l'histoire. Alors vraiment, je suis curieuse de savoir, les personnes qui ne connaissaient pas l'histoire de l'Odyssée, si vous avez vu le film, est-ce que vous avez réussi à tout comprendre ? Parce que vraiment, je suis sincèrement curieuse. C'est un bordel à suivre. Alors je sais que dans l'histoire originale, c'est pas totalement linéaire, mais là, c'est hyper compliqué à comprendre, ce petit bousin-là. Mais surtout, l'absence de dieu et de déesse provoque un souci. Pourquoi Ulysse y met autant de temps à rentrer chez lui ? À cause des dieux et des déesses. Est-ce que c'est quelque chose qui est clairement installé dans le film ? Pas vraiment. On n'a pas de dieux et de déesses qui interviennent, et on met même le doute sur le fait qu'ils interviennent véritablement. Par exemple, Ulysse, il parle souvent de « tes dieux » quand il parle à son équipage. Mais comment ça, tes dieux, frère ? T'es autant croyant qu'eux. À un moment, la voix off d'Ulysse dit « Oui, mon équipage me disait que j'aurais provoqué Poséidon. C'est ce pourquoi l'Odyssée existe, tu as provoqué Poséidon. Poséidon n'est donc pas là. Il ne se manifeste pas. Hermès, il est totalement absent. Il est même pas mentionné. Et Athéna, on va en parler parce que pour moi, elle n'est pas là non plus. Je sais ce que vous allez dire. Laissez-moi expliquer. Quand il finit la guerre de Troie, c'est un homme victorieux. C'est pas la traduction d'Emily Wilson, mais à la base, c'est un homme victorieux de la guerre de Troie. Et globalement, il va provoquer Poséidon. Il va faire « Frère, c'est moi le meilleur en fait. Moi je suis meilleur que vous là, les dieux là. » Poséidon, qui a un gros ego comme tous les dieux de l'Olympe, va faire « Ah ouais !» Et c'est lui qui va faire en sorte que Ulysse ne regagne pas son foyer parce qu'il sait que c'est ce que veut Ulysse, parce que ça fait déjà 10 ans qu'il est loin de sa femme et de son fils. À la fin, quand Ulysse revient vers Ithaque, il se fait transporter tranquillement par les eaux.
Il se laisse faire, quoi. Voilà, c'est tranquille. C'est à se demander pourquoi il a pas fait ça plus tôt, hein. Normalement, il retourne pas Ithaque facilement, hein. Quand il part de chez Calypso, Poséidon lui remet une petite tempête dans la gueule. Donc normalement, Poséidon se manifeste face à autre chose qui ne se manifeste pas vraiment dans le film, l'arrogance d'Ulysse, qui est quand même au cœur du personnage. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Autre personnage, donc, les gens vont pas être d'accord avec moi, Athéna. Si on reparle de certaines interprétations, on raconte que Athéna a soutenu Ulysse dans la guerre de Troie, parce qu'elle était du côté des Grecs. Et que comme elle était en conflit avec Poséidon, qui était du côté des Troyens, c'est elle qui aurait encouragé à ce qu'Ulysse finisse la guerre de Troie. C'est elle qui donne l'idée du cheval de Troie. Si vous me décrivez Athéna là tout de suite dans le film, comment vous la décririez? Parce que personnellement, je la vois comme la conscience d'Ulysse. Je la vois pas comme une déesse. Elle est très peu présente et elle parle quasiment pas. Zendaya doit avoir genre 3 répliques dont 3 heures, hein, vraiment, pendant 3 heures. Elle ne sert à rien, on ne connaît pas ses motivations, on ne sait pas ce qu'elle a fait avant, donc notamment par rapport à l'Iliade et donc son rôle par rapport à la guerre de Troie. Et donc, il y a le reveal final. Athéna, c'est en fait une femme que Ulysse aurait vue pendant le saccage de Troie et qui aurait été massacrée sous ses yeux. Et en même temps, on a la statue d'Athéna qui se fait décapiter. Alors là, on est parti pour les interprétations. Il y en a qui disent que c'est bien Athéna, mais que Ulysse l'a imaginée sous les traits de cette femme pour représenter sa culpabilité. Autre interprétation, les gens disent carrément que c'est Athéna elle-même, mais qu'elle était incarnée dans le corps d'une humaine et qu'elle s'est fait donc tuer par ses soldats. Moi, mon interprétation, c'est que ce n'est pas Athéna. C'est une jeune femme qui l'a vue à la guerre de Troie, et que quand la statue d'Athéna se fait décapiter, c'est un peu pour dire, justement, que les dieux et les déesses ne sont pas là. Et ce qui, moi, penche vers mon interprétation, je trouve, c'est que quand Ulysse se rend compte de ça, Athéna disparaît. Donc encore une fois, c'est un code cinématographique que je connais. Par contre, Zeus, la loi de Zeus, elle est citée au moins une quinzaine de fois. Franchement, vous faites un jeu à boire, vous finissez bourré à la fin du film. Zeus's law. I will not remarry just because of Zeus's law. You can't hurt this dog. It's Zeus's law. It's Zeus's law. I don't think whoever lives here knows about Zeus's law. En fait, Nolan, il a parlé de ça dans une interview. Il a dit que si la loi de Zeus n'est pas respectée, eh bien c'est ça qui provoque la fin de cette civilisation de l'âge du bronze. Hein. Et comme Ulysse a trompé l'hospitalité des Troyens en mettant en place ce cheval de Troie, qui ne peut donc être refusé parce que c'est un cadeau divin, eh ben il aurait violé la loi de Zeus et que c'est pour ça que, globalement... C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. C'est Athéna, normalement, qui donne l'idée du cheval de Troie. C'est un moyen clairement divin qui lui a été donné. Donc d'ailleurs de dire que ça respecte pas des lois divines, je trouve ça assez rigolo quand même. Mais bon, bref. Alors sans parler aussi du fait que ce cheval de Troie ne fait aucun sens. Vraiment, la forme du cheval ne fait aucun sens. Normalement, c'est un cheval qui est construit en quelques jours avec des morceaux de navire. C'est pour ça qu'il coûte aussi cher, parce que les navires, ça coûte cher. Il est immergé en partie dans l'eau. Pourquoi l'avoir laissé dans l'eau? Du coup, les mecs, ils se noient. Bah oui, si vous vous mettez en partie dans l'eau, vous allez vous noyer. Les Troyens ont quand même la gentillesse de le redresser pour la fin, parce que sinon, le plan aurait quand même été beaucoup moins joli. Et puis, c'est une offrande des dieux, mais on se gêne pas pour aller planter des épées dedans. Moi, ce que je trouve dommage avec le fait qu'il n'y ait plus les dieux et les déesses, c'est déjà donc ça enlève beaucoup de complexité à l'histoire, ça enlève pas mal de raisons de pourquoi plein de choses arrivent, mais c'est surtout un truc que Nolan aurait pu faire et qu'il n'a pas fait, et c'est super dommage. Les humains sont à la merci des dieux et des déesses. C'est pour ça que c'est une tragédie. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Les dieux et les déesses décident. Les humains, c'est des petits jouets. Ils font ce qu'ils veulent avec les humains. C'est une espèce de fatalité de tu es obligé d'accepter ce que veut le dieu ou la déesse de toi. Si le dieu ou la déesse a décidé que tu mourrais, tu vas mourir. Et Ulysse et Poséidon a décidé que tu allais souffrir, tu vas souffrir. Et ce pendant 10 ans. Et Poséidon va pas décolérer. Et donc ça enlève beaucoup de complexité, de profondeur à cette histoire. Non, Ulysse n'est pas bien écrit. Ok, dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse est décrit comme quelqu'un d'intelligent, de rusé et d'arrogant. Ça, c'est hyper important. Le cœur de l'Odyssée, c'est l'hubris. Si Ulysse ne s'était pas cru plus malin que les dieux, il serait rentré à Ithaque en 3 jours. Ulysse avait gagné la guerre de Troie. Il était sorti victorieux de cette guerre. Parce qu'il a provoqué Poséidon, il s'est foutu lui et tout son équipage dans la mouise. Parce que provoquer les dieux, c'est pas une très bonne idée. Dans le film, on est d'accord, Ulysse n'est pas rusé. Déjà, première chose. Prenons un exemple, l'épisode de Polyphème, le cyclope. Quand ils arrivent, c'est pas Ulysse qui dit « Calmos les gonzes, on va peut-être pas rester ici où on fait attention ».
Non, c'est ces hommes qui disent à Ulysse on va peut-être pas rester ici parce que quand même c'est un peu bizarre. Ils restent 3 jours dans la grotte parce que apparemment le géant, bon, il bouffe 2 de l'orga puis après il va se coucher. Voilà, normalement il lui donne du vin et c'est pour ça qu'il s'endort. Oui, bah il y a des intrus chez moi, j'en ai bouffé 2, maintenant j'ai bien mangé, je vais aller me taper une petite sieste quoi. Et ça pendant 3 jours. Il reste dans la grotte pendant 3 jours. Il crève son œil avec du feu. Bah du coup pourquoi ? Parce qu'ils ont attendu 3 jours avant de le faire. Enfin, on ne comprend pas quelle est leur stratégie. C'est quoi là ? Alors que là, Ulysse, il est censé montrer à quel point il est intelligent. Et il crève son œil parce que Polyphème est une menace. Il a bouffé une grosse partie de ses hommes. Dans le film, il en bouffe 2-3, hein. Mais normalement, il bouffe une grosse partie de ses hommes. En le rendant aveugle, ça leur permet de le réveiller un petit peu, qu'il ouvre la porte, et surtout qu'il ne le voit pas. Et donc, il y a la technique de la paille qui est utilisée dans le film. C'est débile. La texture, moi j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, parce que dans le mythe original, en fait, ils se glissent un peu dans les moutons pour pas être trop vus, ou ils mettent carrément des peaux de mouton. Mais la paille et la laine de mouton, c'est pas la même chose. Nolan, il est jamais allé en campagne. Évidemment, on va parler du sujet principal, le reproche que beaucoup de gens ont fait. Il n'y a pas « je suis personne ». Quand le Cyclope lui demande son nom, il dit « je m'appelle personne, je suis personne ». Et donc quand il lui crève son œil et qu'il s'en va, comme le géant, il est censé avoir des frères, on s'est pas souvent montré ça, normalement il a des frères, quand ses frères lui demandent « qui t'a crevé l'œil ?», il répond « bah personne ». Big brain Ulysse quand même. Et ce qui fait que Ulysse, sa ruse, elle est déséquilibré par son arrogance, c'est qu'à la fin, il va dire son nom à Polyphème. Il va lui dire « en fait, c'est Ulysse, roi d'Ithaque, qui t'a crevé l'œil !» Il veut, encore une fois, savourer sa victoire en disant son nom. Problème étant que Polyphème, c'est le fils de Poséidon. Et donc Poséidon, ça va pas lui plaire, ça fait 2 fois là déjà Ulysse, ça fait beaucoup quand même. Dans le film, il n'y a pas l'épisode de personne, donc il lui dit pas son nom, il ne connaît pas son nom. Eux déduisent que c'est le fils de Poséidon parce qu'a priori, il aurait dit son nom. Ok. Au lieu, du coup, de dire son nom et donc d'être arrogant, Polyphème va cracher un des casques de ses soldats et il va tirer une flèche dans l'œil du géant. Donc c'est pas de l'arrogance, c'est de l'impulsivité. Et du coup, c'est moins intéressant. Et vous savez pourquoi Nolan, il a pas mis l'épisode « Je suis personne » ? Parce qu'a priori, ça ne s'intégrait pas dans notre vocabulaire, notre parler moderne. Je suis atterrée. Je suis atterrée. Donc on a compris que dans le film, Ulysse n'est pas arrogant, il n'est pas rusé. Ok, donc il est quoi ? On sait pas. En fait, Ulysse est une grosse girouette dans le film. Un coup, c'est un homme implacable qui n'hésite pas à sacrifier ses troupes, ou même à piller des villages sur la route, alors que des fois, ses limites, il s'excuse pas d'exister. Que veux-tu, Ulysse, en fait ? Je ne comprends pas. En fait, tu sens que Nolan est partagé entre une écriture d'Ulysse où, oui, il a fait preuve des fois de « je vais sacrifier des hommes pour avancer plus loin », comme Scylla par exemple, mais en même temps, ça ne collait pas avec le côté Ulysse PTSD traumatisé par la guerre. Normalement, c'est par rapport à la traduction d'Emily Wilson. Emily Wilson, elle a vachement diminué la masculinité, le côté héroïque d'Ulysse dans sa traduction. Mais le problème, c'est que là, c'est extrêmement mal développé, et notamment le fait qu'il ait été traumatisé par la guerre de Troie, moi, j'ai pas compris. Faut savoir que les massacres lors des guerres, à l'époque, c'est pas monnaie courante, mais un peu quand même. Ce qui aurait été intéressant, c'est de montrer que, par exemple, Ulysse n'a pas cautionné ce massacre, mais l'a quand même fait. Là, on le voit effectivement effectuer le massacre, être un peu choqué par ce qui se passe, mais sans plus. On n'a pas de mise en différenciation avec d'autres épisodes de guerre qu'il aurait pu connaître, et surtout, sur le chemin, il pille une île. Donc ça veut dire qu'on installe le fait que Ulysse est capable de piller des îles et des gens sans qu'ils aient rien demandé. Normalement, Ulysse, il fait pas ça. Donc il a aucun problème à piller des îles gratos, mais par contre, il est choqué par ce qui s'est passé à Troie. Et là, par exemple, Agamemnon aurait pu un rôle. Le fait que, par exemple, dans certaines interprétations, c'est Agamemnon qui allait jusqu'à massacrer et mettre Troie à feu et à sang, et Ulysse n'était pas d'accord avec ça. Ça aurait pu être intéressant, mais non, Agamemnon, il sert à rien. Et puis alors là où Nolan a tout raté, c'est la fin. Alors là, la ruse d'Ulysse, elle est partie je ne sais où. La fin, ça aurait été l'occasion de montrer 2 choses. Le fait que là, Ulysse, il arrive à buter je ne sais pas combien de prétendants avec un arc et des flèches. Et l'aide de Télémaque, bien sûr, mais quand même. À quel point le mec est compétent. Deuxième chose, de montrer à quel point cette vengeance est sanglante et impitoyable. Quelque chose qui revient souvent dans les tragédies grecques. Quand vous vous vengez, vous le faites pas à moitié. Là, si tu veux un côté brosson, là, Nolan, tu l'avais. Mais non, parce qu'il tue même pas tout le monde. Antinos, il le tue, mais les autres le laissent tranquillement discuter avec lui, parce que quand même, ils sont sympas. Et à la fin, ils se rendent. Et puis, d'ailleurs, Ulysse, il meurt. Ou pas. J'ai pas compris.
Et à la fin, il fait un discours en mode c'est la fin d'une ère sombre et on va vers la lumière. Ok, Jésus, j'ai pas compris la fin, d'accord? Ok. Bref, c'est un personnage inconstant qui n'est pas dans une évolution, parce que des fois il revient à des trucs, il est pas en train de plonger par exemple dans son trauma, je trouve personnellement. C'est pas quelqu'un de vraiment très compétent, on se demande du coup pourquoi on lui a confié la guerre de Troie, il est ni intelligent, ni rusé, il n'est même pas arrogant. J'ai pas trop compris où est-ce que Nolan y voulait aller avec Ulysse, voilà, très clairement. Non, Nolan ne s'est pas réconcilié avec les personnages féminins. J'ai jamais vu un tel gâchis pour les personnages féminins. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus déçu dans le film. Parce qu'on nous l'a vendu comme quelque chose où les personnages féminins allaient être mis en avant, que la traduction d'Emily Wilson avait déjà un peu mis en avant les femmes de l'Odyssée. Je suis désolée, ce n'est pas le cas. Pénélope, tout d'abord. Pourquoi les gens aiment Pénélope ? Elle ne sert à rien, Pénélope. Je suis désolée. Oui, ça aurait été effectivement l'occasion de raconter un peu plus du point de vue de Pénélope. Là, elle est derrière un grillage, elle subit les prétendants, elle a une espèce de rivalité chelou avec son fils. Ils sont censés se serrer les coudes, hein. Normalement, Pénélope, il faut la considérer comme une régente, et Ulysse comme l'héritier. Donc le fait que Ulysse lui dise, bah parce que je vais monter sur le trône, et qu'elle lui dise, non, parce que c'est moi qui suis sur le trône... Subtilité zéro, quoi. Pénélope, j'ai pas l'impression de voir une reine un peu comme Ulysse. Clairement, je trouve qu'elle est sous-exploitée, et elle sert pas à grand-chose. Circé. Oh là là, Circé. Circé, c'est mon personnage préféré de l'Odyssée. Pourquoi ? Parce que j'ai lu un livre qui est excellent sur Circé. Lisez Circé de Madeline Miller, ok ? C'est un super bouquin. L'avantage, c'est que les femmes de l'Odyssée, elles ont eu le droit à plein de réadaptations littéraires. Donc j'ai Circé, je suis en train de lire Pénélope, et j'ai aussi Clytemnestre. Circé, dans le film, bon, c'est une sorcière assez redoutable, elle les transforme en porcs. Bon, ça, jusqu'ici, ça va. Et elle dit, je les transforme comme des porcs parce que ce sont des porcs. Alors, d'accord, mais il aurait fallu installer le fait que c'était vraiment des porcs, parce qu'en fait... les compagnons d'Ulysse, comme ici, auraient pu être un vrai danger pour Circé. Ce qui là n'est pas le cas, ils lui font rien. Du coup, elle les transforme vraiment gratos, et moi, je n'ai vu que l'archétype de la folle hystérique. Vraiment, la meuf, elle transforme des hommes en porcs parce que c'est des hommes et qu'elle allait les transformer en porcs. Et on s'en est mentionné que très rapidement le fait qu'effectivement, parce qu'elle a eu des mauvaises expériences passées. Puis alors, encore une fois, on est loin de la sorcière un peu puissante parce que son temple est en ruine, elle est toute seule sur son île. Et au niveau de son caractère, c'est pas qu'elle est mal jouée, mais zéro subtilidad, quoi. Sur les hommes, ils sont vraiment méchants. Vraiment le féminisme de comptoir, quoi. Hein. Dans certaines versions du mythe, notamment celle-ci, Circé aurait été exilée sur cette île, alors qu'elle vient d'une famille plutôt divine, hein, parce qu'elle a transformé sa rivale en monstre des mers. Scylla. Oui, spoiler alert, Scylla c'est une femme à la base. Est-ce que Nolan l'a mentionné ? Pas vraiment. Est-ce qu'il l'a utilisé cet arc ? Pas du tout. Voilà. Quand elle rencontre Ulysse, c'est d'abord une menace, parce qu'elle transforme ses hommes en porcs. Et puis on se rend compte qu'en fait c'est une femme puissante et qui aide Ulysse pour son voyage. Voire... ils couchent ensemble, mais bon ça, je peux comprendre que on a arrêté de le faire parce que à notre époque, voir un gars qui dit je veux retourner auprès de ma femme mais qui la trompe sans arrêt, bon ça fait un peu bizarre. Je suis d'accord. C'est une puissante magicienne qui se protège parce qu'on lui a fait du mal. Elle protège aussi les femmes qui l'entourent. Clairement, notamment, dans cette version, les hommes d'Ulysse, ils ont vraiment voulu lui faire du mal, et quand elle explique ça à Ulysse, Ulysse il fait « Meuf, t'as raison, c'est des gros porcs, voilà, là on y est ». Enfin bref, j'ai été extrêmement déçue par Circé dans le film. Calypso, mon dieu. Alors déjà, on comprend pas que c'est une nymphe, hein, parce que comme il n'y a pas de dieu et de déesse, on n'a aucune différence entre Ulysse, Circé, Calypso, Pénélope, c'est le même package, hein. Même Athéna, hein, parce qu'elle est habillée de la même manière. Elle insiste pour que Ulysse retrouve la mémoire, mais elle veut qu'il reste. Calypso, pourquoi ? C'est pas très cohérent. Et pourquoi tu veux qu'il reste ? Quel est ton rôle ? Pourquoi Ulysse est vraiment prisonnier de cette île pendant 7 ans ? Quels sont les pouvoirs de Calypso ? Est-ce qu'elle en a ? Tant de questions restées sans réponse. Calypso, elle a une histoire tragique. Elle est exilée sur cette île et elle est condamnée à tomber amoureuse des hommes qui viendront dessus. Donc quand elle dit à Ulysse qu'elle ne veut pas qu'il parte, c'est quelque chose de terrible pour elle. Le sens de sa vie est en train de vouloir partir. N'est-ce pas quand même plus intéressant que la Calypso qu'on a eue, où on connaît pas vraiment ses motivations, on sous-entend qu'elle est amoureuse d'Ulysse, mais sans plus, on sait pas trop ce qui s'est passé pendant 7 ans, à part le fait qu'il a perdu la mémoire et qu'elle veut qu'il le retrouve, et ça n'a pas de sens, vu qu'elle veut qu'il reste, enfin voilà. Calypso, j'ai l'impression qu'elle est juste là pour qu'on raconte l'histoire d'Ulysse.
très clairement. Et puis évidemment, parlons d'Hélène, qui est à peine mentionnée, alors que c'est quand même le déclenchement de la guerre de Troie, et qu'encore une fois, on a fait tout un foin sur l'actrice. Et puis Clytemnestre. Alors là, Clytemnestre, il faut savoir que j'adore le personnage de Clytemnestre, je la trouve hyper intéressante, et là, c'est limite si c'était pas elle la coupable. Agamemnon, il ne parle jamais dans le film. C'est Dark Vador qui est là, avec son casque, qui parle pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il a sacrifié leur fille Iphigénie. C'est montré dans un plan de 5 secondes, au moins c'est mentionné. Il retrouve Agamemnon dans les enfers, et le pauvre Bibou se présente comme la victime de sa femme. Voilà. On n'en sait pas plus. Et en gros, il dit « J'espère que mon fils va me venger, etc. » Et Clytemnestre, on n'en sait pas plus sur pourquoi elle l'a tué. Alors oui, effectivement, il a sacrifié Iphigénie, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça. Vous voulez une relecture intéressante de Clytemnestre ? Lisez Électre, de Jean Giraudoux. Ça a été écrit à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est une réinterprétation passionnante de Clytemnestre. C'est la première fois qu'on voit Clytemnestre comme une victime d'Agamemnon, puisqu'elle a été kidnappée de son lieu d'origine, qu'il a sacrifié sa fille, et que globalement, c'était un immense connard. Agamemnon, c'est un personnage impitoyable. Vraiment, il va jusqu'au bout pour parvenir à ses fins, ce qui n'est pas vraiment dit dans le film. Électre de Jean Giraudoux, là on a quelque chose d'hyper intéressant, une opposition entre Électre, le modèle de la femme grecque qui veut sauver l'honneur de son père, et Clytemnestre, qui elle a été victime de cet homme. Voilà, là on a de l'écriture de personnages féminins. En fait, globalement, les femmes dans l'Odyssée, elles sont victimes d'une tragédie encore une fois, parce que elles ont toutes été exilées, victimes des dieux, des déesses, de relations, etc. Et aussi victimes de violences patriarcales. Ce qui est effectivement mentionné, mais on va pas très très loin. Alors oui, on montre effectivement des femmes comme victimes dans la guerre de Troie, notamment avec la pseudo-Athéna. Et puis il y a des personnages que Nolan n'a pas mis. La mère d'Ulysse, par exemple, qui est très importante et qu'il retrouve dans les enfers parce que, spoiler alerte, elle meurt de chagrin et qu'il apprend dans les enfers que sa mère est morte et que donc c'est déjà trop tard. Est-ce qu'on n'a pas de la tragédie, là ? On a de la tragédie. Et Nolan a aussi occulté toute la sororité féminine qui existe dans l'Odyssée. Parce que Pénélope, à Ithaque, elle vit avec la mère d'Ulysse et elles essaient de se serrer les coudes malgré les circonstances. Circé est entourée de femmes. Calypso est entourée de femmes. Elles sont pas considérées comme isolément. Ce sont des quasi-sociétés féminines concernant Calypso et Circé. Il n'y a aucune subtilité. La mise en avant des personnages féminins est hyper superficielle. Nolan aurait pu approfondir tout ça, il ne l'a pas fait. Arrêtez de l'applaudir pour le fait qu'il y ait des personnages féminins dans l'Odyssée. Encore heureux, puisqu'ils sont présents et ils sont essentiels. Et encore une fois, le rôle d'Athéna, qui est hyper intéressant et qui est aussi un personnage féminin. Pour moi, c'est vraiment un gros problème du film de Nolan. Parlons des costumes. Oui, les costumes ont une importance. Honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit « J'ai bien aimé le film, mais les costumes, c'était une catastrophe. » Heureusement qu'on est d'accord là-dessus, les guys. Il y a rien à sauver, voilà. Alors évidemment, on va parler des armures, parce que c'est le truc qui, moi, m'avait fait péter un câble quand j'avais vu les premières images. Ça se confirme quand on regarde le film. L'armure d'Ulysse, c'est une catastrophe. Plus tu la regardes, on a l'impression qu'elle est faite en plastoc. Elle est atroce. En plus, Ulysse porte le même casque corinthien que ses compagnons, donc il se différencie même pas par son armure, alors que c'est le roi d'Ithaque. Sans parler du fait que le port d'armure est totalement incohérent. Quand ils rament dans le bateau, qui est un dracard, mais passons. Quand ils rament dans le bateau, ils portent leur armure. Quand ils sont dans le cheval de Troie, ils auraient besoin de leur armure, ils la portent pas. Je demande même pas à ce que Ulysse, il ait une armure mycénienne, parce qu'on va très franchement dire, l'armure mycénienne, c'est moche. Mais donnez-nous un peu du rêve, quoi. J'en ai marre. On dirait des déguisements, quoi. Alors, sans parler des armures, les plastrons de Télémaque qui sont atroces. Mélénas, il ressemble à rien. Quand on voit des photos de deux, t'as vraiment pas l'impression d'être transporté dans une histoire mythique qui date de plusieurs millénaires, hein, très clairement. Hein, on n'y est pas du tout. Les armures des Troyens sont blanches. Pourquoi, je ne sais pas. Limite, leurs casques sont en os, on a l'impression. Et puis parlons de l'armure d'Agamemnon, le casque du beau Carlos. Je ne m'en remets toujours pas, je le trouve toujours aussi laid. Les seuls moments où ça marche, c'est quand on ne voit pas. Quand on voit que la silhouette, et puis encore ça fait très Dark Vador, hein, mais quand on voit juste la silhouette, ça marche à peu près. Les prétendants, ils ont des tenues, somme toute assez classiques, beaucoup ont de la fourrure. Apparemment pour Nolan, la Méditerranée il fait froid, hein, parce qu'en plus il a beaucoup tourné en Écosse, il y a beaucoup de paysages qui sont brumeux et qui font très écossais, pas du tout méditerranéens. Et on va aussi parler des robes, hein, les robes de Pénélope, hein, qui n'ont aucun intérêt, elle a la même robe en différentes couleurs, hein, quasiment. Circé, la meuf, elle est vraiment habillée comme en 2026, quoi. Elle a un pantalon, une veste. Circé, hein. Calypso, elle porte un filet de pêche. Super, génial. La nymphe Calypso, hein.
Et puis bah évidemment Athéna, hein, qui a un pauvre voile sur la tronche, même si je pense effectivement que ce n'est pas Athéna. Mais elle n'est pas obligée d'être en armure, mais vendez-nous un peu du rêve, encore une fois. Globalement, les costumes, ça vend pas du rêve, et je sais ce que les gens vont me dire, évidemment. Oui, mais c'est Nolan, il est connu pour faire des costumes sombres. Tu peux faire des costumes sombres, mais faire un peu d'effort au niveau de l'apparence. Là, c'est juste moche ou cheap. Et même sur les décors, hein, parce que le temple d'Ithaq, c'est un grand hall avec quelques colonnes colorées, et encore, hein, un peu de bleu, mais ça s'arrête là. Tout est en ruine. Le temple de Circé est en ruine, alors que c'est censé être un temple magnifique. Tout est en ruine. L'île de Calypso n'a aucun intérêt, alors que c'est une nymphe et que ça devrait être un peu un paradis sur Terre et que c'est aussi pour ça qu'Ulysse reste. Les décors sont fades, l'étalonnage est désaturé. On peut même pas se dire au moins les décors ils sont un peu sympas. Non, on s'emmerde. Hein. Clairement, on s'ennuie. Hein. Et ça, c'est à l'image de la bande-annonce hein, pour le coup. Bref, tout ça pour dire que l'Odyssée de Nolan, c'est un immense gâchis. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. L'Odyssée de Nolan, c'est peu de grandiose, peu de fantastique, et rien de divin, alors que c'est une composante essentielle de l'histoire, et une seule vision. Oh là là, la guerre, c'est pas bien. Voilà, c'est tout ce que m'a apporté le film, en tout cas en le finissant. Le seul truc que je me dis, c'est qu'au moins l'Odyssée va peut-être intéresser les gens à s'intéresser à l'Odyssée, qui est pas du tout, qui est très différent de ce qu'a fait Nolan, mais il y en a aussi qui ne vont pas le faire et qui vont peut-être penser que l'Odyssée, ce n'est que ça, et c'est pour ça que j'ai vu des interprétations, mais qui étaient abracadabrantesques pour essayer d'expliquer les choix de Nolan, des fois tout à fait douteux, vraiment. Ce n'est pas un mauvais film, ok ? C'est une version de Nolan auquel je n'adhère pas. Pourquoi ? Parce que lui qui aime les histoires sombres, il aurait pu apporter plus de profondeur. Pourquoi le Joker a tant marqué, c'est à quel point il a apporté de la profondeur à ce personnage. J'ai pas retrouvé ça pour Ulysse, malgré tout ce que les gens m'ont dit. Je suis désolée, j'ai l'impression de juste voir un soldat qui sort de la guerre. Alors c'est intéressant, mais que ça ? Dire que ça d'Ulysse ? Avec tout ce que je vous ai raconté ? Quel gâchis ! Je suis frustrée. On sait, parce que Nolan, il adore le thème de la culpabilité. On le retrouve dans plein de ses films. À chaque fois que je les ai vus, ces films, à chaque fois, il y a ça qui ressort. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce que nous sort Nolan à chaque fois. Alors, il a parlé de certains trucs, le passé d'Antinos. Antinos, qui est un bon antagoniste, soit dit en passant. Au moins, mon Robert, il a un peu sauvé certains trucs. Mais ça apporte pas beaucoup plus à l'histoire. Et derrière, vous pouvez me dire, non, mais il a fait une Ulysse à l'image des Romains, etc. Je suis désolée, non. Les Romains, ils ont gardé l'intelligence d'Ulysse, mais ils l'ont retourné pour dire qu'en fait, Ulysse a utilisé son intelligence pour son propre avantage et pour mettre Troie à feu et à sang, puisque les Romains n'étaient pas d'accord avec l'épisode de la guerre de Troie. Alors je vous conseille évidemment de lire tous les livres qui ont été faits en lien avec l'Odyssée, hein, ils sont très bien. Mais si vous voulez découvrir une œuvre de l'Odyssée qui se réinvente, qui respecte aussi l'œuvre originale, mais qui parle de plein de thématiques, qui est profond, plein de nuances, regardez Epic the Musical. Je me sens honteuse parce que je connaissais Epic par les chansons qui traînaient un peu sur internet, mais je m'y étais jamais beaucoup intéressée parce que j'ai découvert en fait que c'était pas une comédie musicale comme on l'entend à Broadway, alors que vu la qualité des musiques je pensais. Il faut savoir que je suis une grande fan des comédies musicales. J'ai regardé Epic avant de faire cette vidéo, je l'ai regardé hier soir. Les mots me manquent pour vous dire à quel point Epic est infiniment supérieur à l'Odyssée de Nolan. L'auteur a fait tout ce qu'il fallait pour nous présenter de l'épique, hein, vu son nom, et pour nous présenter un Odyssée tout en subtilité, tout en finesse, et un Ulysse infiniment plus intéressant que ce que nous a fait Nolan. Un Ulysse qui commence avec des actes très forts, je vais pas vous spoiler, regardez Epic. Ça dure 2h30 sur YouTube, c'est un banger absolu. En plus, il y a des animateurs qui ont été associés au projet, ça met en avant les artistes, c'est merveilleux, voilà, j'ai que ça à dire. Le mythe est respecté, on a les dieux, on a les déesses, mais on a plein de nouvelles thématiques. Il a changé certains trucs, notamment l'épisode des sirènes, qui le rendent encore plus intéressant. On voit aussi la vraie violence patriarcale. Là, je peux vous dire que le Antinos d'Epic, il est horrible comparé à celui de Nolan. En fait, cette personne-là a compris que l'Odyssée avait plein de choses à offrir, qu'il fallait se saisir de tout ça et offrir un truc riche, complexe, et ce en 2h30. Pour moi, c'est un peu du même style que Lin-Manuel Miranda avec Hamilton, qui reprend un épisode historique et qui le réinvente complètement sans détériorer la substance de base. Epic, c'est exactement ça. Nolan, c'est pas le cas.
J'ai que ça à dire. À partir du moment où vous avez vu Epic, là vous vous dites à quel point l'Odyssée de Nolan est fade à côté. Pas mauvais, mais fade. Donc si vous avez été déçus ou si vous êtes curieux, vraiment, je vous invite à aller voir Epic the Musical sur YouTube. C'est aussi sous-titré en français pour ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Tout le monde réclame une version animée, je suis la première à le vouloir. J'aurais voulu voir ça au cinéma parce que on donne toujours les mêmes chances aux mêmes réalisateurs et moi, peut-être qu'un autre réalisateur à la tête de l'Odyssée nous aurait offert une autre vision, quand même nouvelle, mais plus complexe, plus nuancée, plus subtile. Voilà, je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. Ça fait du bien que ça sorte, pour vous dire, et là on est mardi, il est 15h40. J'ai vu le film vendredi soir. Depuis vendredi soir, je ne pense qu'à faire cette vidéo. Depuis vendredi soir, j'ai essayé de faire mon maximum pour accumuler des infos. Au final, je me suis retrouvée avec 10 pages de notes, 1 heure de tournage. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu en Big 2026, alors que ça fait des années qu'on n'a pas eu de vraie adaptation de l'Odyssée. J'aurais aimé qu'on nous offre autre chose qu'une énième histoire Bresson, comme on a souvent depuis un petit moment quand même. Et surtout pour un réalisateur, voilà, où on lui fout les éloges parce qu'il s'est forgé une réputation. Et je trouve ça dommage. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je vais monter cette vidéo et vous la publier le plus vite possible. Merci à vous pour votre soutien. Je vais faire une pause au mois d'août puisque je suis guide et à côté j'ai pas mal de taf, donc on va faire une petite pause au mois d'août et je reviendrai en septembre avec une vidéo qui, je pense, va beaucoup vous plaire si tout se passe bien et que j'arrive à la tourner d'ici là, mais normalement ça devrait le faire. Des bisous, je vous aime, merci pour votre soutien et intéressez-vous à l'Odyssée et à tout ça parce qu'en fait c'est vraiment passionnant. Salut!